pour peut-être répondre ou nous informer sur une des questions qu'on s'est posées, parce que vous l'avez compris, on avait des difficultés pour se dire, tiens, il y a quand même des applications nouvelles de l'imagerie en couple. Si on n'arrive pas à les faire à la fin, est-ce qu'on ne va pas finalement finir par les faire nous, un peu comme l'échographie? Et comment ça marche? En gros, comment ça marche? Quelle est la politique d'organisation de l'imagerie en couple dans une ville comme Marseille ou pas? Enfin, voilà, c'était des infos que vous allez nous donner. Bon, j'espère pas vous décevoir. Moi, je suis donc en charge de la thématique imagerie en couple à l'ARS PACA pour la région depuis peu, à la suite de Marie-Claude Dumont, que vous connaissez peut-être certains d'entre vous. J'ai également la médecine nucléaire, l'insuffisance rénale chronique, la filière gériatrique hospitalière. Voilà. Donc en fait, il y a un SROS qui est sorti fin 2018 pour 5 ans, qui dresse un bilan du précédent et puis qui dessine des orientations futures. Donc la situation actuellement en PACA, c'est une évolution quantitative et qualitative de l'offre. Comme le disait M. Raoult au tout début, c'est vrai que la France, en termes d'équipement, elle se situe un peu à la traîne des pays que l'on compare habituellement à la France, que ce soit pour les scanners ou pour les IRM. Par exemple, là, c'est pour les scanners, comme on est vraiment à la fin, et pour les INRM, on est un peu mieux situé, mais c'est guère mieux. Pour autant, on a une production, effectivement, de ces équipements importante, ce qui fait qu'on a un taux d'attraction, enfin un taux de recours qui situe la France à peu près au troisième rang. Donc, malgré un équipement qui est relativement insuffisant, il y a une productivité très importante de ces machines. Sur le plan qualitatif, il y a des progrès technologiques pour les scanners par rapport aux vitesses d'acquisition. Je ne suis pas radiologue, je vous le dis tout de suite. Donc je pense qu'il y a des personnes qui sont plus qualifiées que moi dans l'Assemblée pour parler de ça. Mais voilà, donc il y a des progrès qui permettent de diminuer la dose d'irradiation de façon significative. Il y a l'IRM 3 Tesla qui devient de plus en plus fréquente. Il y a des applications avancées pour des applications avancées en cancérologie, en imagerie vasculaire, cardiaque. Et puis, il y a des recherches et développements des 7 Tesla pour une visualisation beaucoup plus fine des faisceaux de neurones et pour différencier la substance grise et la substance blanche. Malheureusement, il y a une évolution continue des besoins parce que maintenant, l'imagerie vraiment fait partie du minimum requis pour le diagnostic, également pour le suivi des traitements. Et la surveillance des maladies, et puis parce qu'il y a une évolution, un vieillissement de la population, particulièrement en PACA, avec des polypathologies et les maladies chroniques. La démographie médicale, ce qui est une chance, c'est que en PACA, la densité des radiologues est supérieure à celle de la France de 23%. Elle est essentiellement pour 86% constituée de libéraux, donc on a une majorité de radiologues libéraux. Donc des praticiens hospitaliers qui sont effectivement une pratique hospitalière moins attractive. Alors moins attractive, j'imagine peut-être liée aux contraintes de la permanence des soins, qui sont peut-être aussi un profil de carrière peu évolutif, et également aussi des établissements de santé, notamment publics, qui sont en difficulté financière et donc qui ont une capacité d'investissement ralentie. Les 50% actuellement des radiologues en PACA sont âgés de plus de 55 ans. Une féminisation de la spécialité. Et malgré tout, même si la démographie est inégale selon les départements, entre le 0,4 et le 0,6, effectivement, il y a une certaine différence. Pour autant, la région dans sa globalité reste attractive, puisqu'il y a 9% des spécialistes qui sont installés, qui ont en France métropolitaine ont une activité en PACA, alors que 6% sont formés en PACA. Voilà. La densité des manipulateurs radio est également très bonne, puisqu'elle est supérieure de 25% à celle de France. Et puis pour autant, il y a des améliorations, à apporter sur l'imagerie,
En termes de délai, notamment par rapport aux priorités de santé publique que sont la cancérologie, le neurovasculaire et la pédiatrie. En termes de difficultés pour la permanence des soins, comme je vous le disais, certains établissements ont recours donc du coup à la téléradiologie. Et puis la question de la pertinence des actes ou de la redondance des actes qui est liée également à la question du partage d'informations et du partage de l'accès aux dossiers médicaux partagés. Donc les objectifs du PRS actuel, deuxième génération, donc c'est améliorer la qualité, la sécurité des soins et la pertinence des actes. Pour autant, le GBU reste toujours, le guide de bon usage reste toujours la référence que l'on demande aux radiologues, aux sociétés de radiologie de diffuser, notamment auprès de leur réseau de prescripteurs, puisque ce sont les médecins généralistes pour la plupart qui prescrivent, et les urgentistes, bien sûr. Ensuite, c'est vérifier que l'acte, donc c'est le bénéfice-risque et à intérêt égal, privilégier, substituer par exemple, quand c'est pertinent, l'IRM par rapport au scanner, notamment en pédiatrie. Favoriser donc l'accès à l'imagerie des patients qui relèvent de cancérologie, de neurovasculaire ou de pédiatrie. L'intérêt, c'est de diminuer, notamment pour les scanners, le premier rendez-vous pour un bilan de débroussaillage quand on suspecte un cancer. Donc ça, c'est important. Assurer la permanence et la continuité des soins, donc ça nécessite forcément une coopération publique-privée. Comme je vous l'ai dit, 86% des radiologues sont libéraux. Là, il y a énormément de structures, GIE, GCS, GIE qui sont tenues par des cabinets libéraux et beaucoup sur des sites hospitaliers publics. Et donc, il y a un mélange de radiologues publics et privés qui doivent contribuer pour autant à travailler ensemble et à réaliser les orientations stratégiques de l'établissement sur lequel ils sont implantés. Donc, ça nécessite une coopération et un projet médical un petit peu partagé également. Et puis, il faut prévoir une solution de téléradiologie pour les situations critiques. Certains établissements de santé actuellement, notamment pour la permanence des soins, ont recours à la téléradiologie. Sinon, leur service d'urgence serait un petit peu démuni la nuit. Enfin, développer et encadrer la téléradiologie et la téléexpertise, comme je vous le disais, parce que ce sont des modalités, le télédiagnostic, c'est une modalité intéressante pour certains radiologues. Moi, personnellement, je viens du 04. La téléradiologie est une modalité qui permet de maintenir les deux hôpitaux de Digne et de Manosque au niveau de la radiologie correctement. Et la téléexpertise, donc en fait, ce sont les spécialités de radiologie comme la neuroradiologie. Et donc, c'est la capacité de mettre en lien des radiologues de proximité avec des radiologues experts, notamment dans le secteur de la neurologie, de l'AVC par exemple. Ensuite, c'est toute l'importance qui doit être donnée à la radiologie interventionnelle et définir les principes d'organisation. Donc ça, en fait, ça c'était une orientation qui était donnée par le PRS2. Le ministère travaille là-dessus avec notamment M. Bartoli de la PHM, puisqu'il fait partie du groupe de travail national. Et donc, il y a des travaux en cours sur la radiologie interventionnelle, aussi bien la neuroradiologie que l'oncoradiologie, que la cardiologie interventionnelle. Parce que, en fait, les scanners d'imagerie, enfin les scanners, je veux dire, sont utilisés pour la radiologie interventionnelle, sauf que c'est relativement très complexe à mener, c'est chronophage. Il faut un plateau, il faut en principe, pour certains actes de radiologie avancée, le faire dans des blocs. Donc il y a vraiment des conditions de fonctionnement et de compétences qui sont en train de se définir au niveau national. Donc nous l'avons pris en compte dans le cadre des OCOS. Donc les OCOS, c'est l'offre, c'est les objectifs quantifiés de l'offre de soins. C'est en fait, on détermine le nombre de scanners et le nombre d'IRM qui seront prévus en termes de création pour les 5 ans à venir.
Donc le résultat des courses, alors juste pour rappeler que c'est une ICR, un groupe régional qui s'appelle l'ICR Imagerie, qui a travaillé sur le PRS deuxième génération, et ce sont des représentants, des radiologues, aussi bien privés que publics qu'universitaires. Donc c'est favoriser toujours la mutualisation des équipes radiologiques et des plateaux techniques. Alors je ne sais pas, Monsieur Raoul, si on peut le critiquer ou le déplorer, mais c'est vrai qu'il y a une tendance actuellement à une concentration. Même si la région PACA n'est pas dépourvue de radiologues, pour autant il y a une tendance effectivement à la concentration des plateaux techniques, et ce qui permet aussi de mieux peut-être utiliser la ressource humaine. Donc les nouvelles implantations, c'est quand même le leitmotiv, seront dans des structures qui seront déjà pourvues d'EML et adossées à des secteurs d'hospitalisation. Les critères doivent tenir compte du nombre de passages, de l'activité des urgences, de l'activité de court séjour, de la saturation de la machine bien évidemment, de la maturité de l'équipe organisationnelle et les besoins de santé publique que je vous ai cités précédemment. Donc, en termes de scanners, il est prévu 20 scanners de plus. Alors, le scanner, les radiologues disent que c'est la table de radiologie moderne, donc c'est vraiment un minimum. Après, bon, il y a eu déjà une progression importante lors du premier PRS, et là, il y a encore 20 scanners supplémentaires qui vont donc être autorisés. Ce qui fait qu'il y en a 5 de plus dans le 06, 7 pour le 13, 3 pour le 83 et 5 pour le 84. Donc vous voyez 7 pour les Bouches-du-Rhône. Il faut dans la 8e. Alors pour l'IRM, c'est 2 en plus. Une de plus pour le 05, 4 dans le 06, 4 dans le 13, 3 dans le 83 et une sur le 84. La suite du PRS, alors vous vouliez un scanner en plus pour le 13. Il y a une réforme du régime des autorisations qui est en cours au niveau du ministère, ce qui fait que les travaux en cours vont probablement déboucher, alors si on est très optimiste, cet été. Et des décrets vont sortir à la fois sur l'imagerie interventionnelle et sur l'imagerie non interventionnelle, et puis sur d'autres disciplines comme la médecine nucléaire, comme la réanimation, comme l'insuffisance rénale. Mais vraiment en 2019, a priori, sur l'imagerie interventionnelle et non interventionnelle, on devrait y voir un peu plus clair. Donc une fois que les décrets vont donc être adoptés, si tout va bien dans cet été, il faudra de nouveau refaire un avenant, rénover le PRS sur ces objectifs et sur les objectifs quantifiés, ce qui permettra notamment aux exploitants de se mettre en conformité avec les nouveaux décrets, et puis de redéposer des dossiers pour une nouvelle demande. Voilà la mécanique qui est réalisée et qui est prévue. Très bien, merci.